des épisodes, certainement, des moments où il remettait en question la vie que j'avais choisie pour nous, si cette vie-là était compatible avec sa vie, en fait. Et parfois, il m'a dit, une fois, il m'a dit, je, tu dis, mon idéal de vie, c'est qu'il ne doit pas y avoir de désordre dans ma vie et la politique, par définition, ramène que du désordre. Donc, le fait que ces des relations à nous vont avoir un impact négatif sur notre bien-être, ce n'est pas ce que j'avais envisagé. Donc j'ai dû payer ma dette en fait après la présidence. Et oui, vous la payez toujours. Oui, c'est ça, l'intérêt était élevé. Comment vous en êtes-vous sorti? C'était via la consultation, la thérapie ou des amis? Il y a peut-être un peu de tout cela. Nous sommes allés pour nous faire conseiller en fait, parce que vous savez, quand les enfants étaient encore jeunes, étaient encore petits, particulièrement quand les deux parents travaillent, oui, je dois reconnaître, faire hommage dois rendre hommage à le rôle de ma belle-mère. Je suis sûr qu'elle a calmé Michel plusieurs fois, plusieurs occasions, au troisième étage. Vous savez, ce que Michel aime bien dire aux jeunes couples qui sont en difficulté, c'est que nous arrivions à, quand les choses étaient difficiles, en fait, nous n'avons jamais perdu le respect fondamental que l'on a pour l'autre personne. On n'a jamais pensé que l'autre était une mauvaise personne ou bien donc on n'a jamais perdu le respect qu'on a l'un pour l'autre. C'était du genre je t'aime Barack mais j'en ai ras-le-bol. Je sais à quel point tu sais à quel point je te respecte mais c'est en fait cela qui nous a permis de résoudre cela. Nous n'avons jamais douté des intentions de l'autre. Vous savez, Michelle est une femme absolument remarquable. Parfois, elle pense que je suis fou, mais en fait, il n'y a personne à qui je préférerais Michelle, en fait. Vous n'avez jamais énervé, vous avez peut-être donné un coup de poing dans le mur ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a peu parfois où j'aurais pu faire je peux lâcher un juron dans le bureau ovale. Oui, parce que vous savez, c'est important de dire la vérité parce que ce que le livre essaie de dire en fait que dans la Maison Blanche, quand vous êtes chef d'État, vous êtes le dirigeant du monde entier, mais c'est aussi un travail. Il y a un bureau. Il y aura les mêmes frustrations, les erreurs, les doutes, les erreurs aussi, comme il y en a dans n'importe quel autre bureau. Ça veut dire que parfois vous allez jurer pour exprimer votre frustration. Et c'était important de faire de l'exercice physique. Il y a un ami à nous qui était aussi entraîneur. Avec lui, on mettait les gants de boxe et on se lâchait. Vous n'allez pas dire aux gens, allons va faire un jeu de basket une partie de basket avec les autres.
Oui, mais bon, c'était avec un autre qui était dans la quarantaine maintenant. C'était peut-être avec Joe Biden. Non, c'était pas lui, c'était Reggie, il était cool, mais Arnie Duncan, en fait, il a joué comme professionnel à New York. Il a joué. Vous savez, on avait des jeux, des matchs de basket, hein. Et en ce qui concerne la frustration, on essaie en fait de relativiser. Mais le fait qu'on jouait ces jeux-là, ces matchs-là, ça pouvait avoir un impact sur le fait que ce n'est pas que ça que le fait que les gens arrivent à obtenir à être faire soigner, ça ne dépendait pas de ces jeux, mais ça me permettait de rester concentré. Avez-vous besoin après les 4 dernières années au Reden du pouvoir, vous avez toujours le sentiment que vous devez pousser les gens à parler de problèmes du racisme? Vous savez, la réaction qu'il y a eu dans le pays après le meurtre de George Floyd répond à cette question en fait. C'était pas juste des Noirs qui sont allés dans la rue. En regardant bien, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus de blancs, d'Américains blancs, qui sont conscients du problème. Mais pourquoi on doit les attendre? Mais en fait, ce qui compte ici, c'est, comme j'ai dit avant, comment allez-vous construire une coalition qui va accomplir des choses? Parce qu'il y a très peu de lieux où les Africains-Américains sont majoritaires dans le vote. Donc c'est un calcul assez simple. Là, ici, on se trouve à Washington, D.C. Ce serait le cas, oui. Mais il n'y a pas beaucoup d'États. Il y a peut-être quelques villes où le vote noir à lui seul permet de gagner une élection. Donc il fallait en fait se soucier de ce que les autres pensent ou comment ils se sentent. C'était parfois frustrant, mais ce n'est pas le travail de tout le monde en fait. Il y a des écrivains, des, euh, des, des, des hommes de Dieu, moi à l'époque quand je travaillais, j'étais en train de mobiliser la communauté. En fait, je devais aussi procéder à cette segmentation. Mais quand il s'agit de politique au niveau État, ou étatique ou bien au niveau fédéral, il faut savoir que vous allez avoir affaire à des blancs qui ne pensent pas comme vous et vous avez besoin de dire les choses de la manière dont vous les exprimez et peut-être que ces personnes n'auront pas envie de vous écouter. Si elles ne vous écoutent pas, ben vous n'allez pas arriver à vos objectifs. Vous savez, une chose à laquelle je pense, c'est que il est absolument important de reconnaître que même les gens qui en aucune manière n'ont jamais été anti-noirs de façon consciente, et des gens qui ne veulent pas être vus comme comme dans le rôle, en fait, dans le mauvais rôle. Ils vont être chaque fois sur la défensive et c'est humain. C'est un peu comme en tant qu'homme, en fait, vous pouvez vont être dans la même situation. Si les femmes commencent à parler de leurs problèmes, beaucoup d'hommes vont se mettre sur la défensive assez vite.
disant ah, c'est pas moi, hein, moi je traite bien ma femme bien, correctement, euh, c'est pas moi le problème et tout, etc. Mais après, on écoute, et on fait essaie de corriger, mais ceux qui osent parler, dire la vérité crue. Dans le livre aussi, vous parlez du fait qu'on prend les idées des gens et de vous exprimer à leur place parfois parce que les gens sont tellement intimidés qu'ils n'osent pas parler. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qui se passe sur les lieux de travail aujourd'hui, tous les jours. Absolument, parce que une partie de ce qui devait se passer, c'est que les femmes devaient donc me parler de devaient m'éclairer en fait sur ces sujets-là. Parce que les gens, en fait, les hommes se comportaient très bien tant que j'étais là, mais parfois quand j'étais pas là, il y avait ces attitudes macho qui ressortaient. Ce que je veux dire, c'est que nous pensons de changements sociaux, qu'on parle de race, d'orientation sexuelle et autres, mais cela est quelque chose de très profond. Nous avons tous ces attitudes que nous avons appris de nos parents, de nos voisins. Il y a des moments où, parfois, il est bien la meilleure chose à faire parfois est de dire les choses de façon claire et crue. Vous êtes raciste là, dans ce que vous faites. Ou d'autres manières, il faut dire je comprends que vous avez vos propres problèmes. Je sais que vos intentions ne sont pas mauvaises, mais laissez-moi vous expliquer comment moi j'interprète cela. Vous voyez, il n'y a pas de formule, mais vous essayez en fait de trouver comment je peux faire voir aux autres ma réalité d'une manière qui va les mener à changer leur comportement. C'est ainsi qu'on arrive à changer des lois ou des institutions. Mais comme vous l'avez dit, c'est frustrant. On préfère tous ne pas ne pas devoir faire cela. Je suis le premier à l'admettre. Parfois, c'est épuisant. On a le sentiment d'avoir affaire à des gens instruits, mais qui n'arrivent pas à comprendre que vous demandez d'être traité correctement. En lisant ce livre, vous êtes adressé à toutes les communautés, y inclut la nôtre. Que pensez-vous des minorités africaines-américaines qui disent qu'ils vous reprochent de ne pas avoir fait assez pour les Noirs? Quelle est votre réponse? Vous savez, je comprends cela parce que quand j'ai été élu, il y avait tant d'espoir, d'excitation. Et puis, je pense aussi la présidence, en fait, était vue parfois comme une monarchie. On dit, voilà, le président, il n'a qu'à claquer des doigts et ça sera fait. Vous voyez? Mais oui, vous voyez, parfois, le président, au jour actuel, oui, il est en train d'enfreindre des lois. Oui, chaque personne qui se met au service en un poste de service au public, cette personne doit s'attendre à être critiquée, sinon il devrait faire autre chose. Vous savez, ce qui est bien pour moi, c'est que j'avais pleinement confiance en ce que j'allais faire pour les Noirs, parce que j'ai les statistiques en fait pour le prouver. Au moment où j'ai quitté la Maison Blanche, il y avait 3 millions d'Afro-Américains qui avaient maintenant accès aux soins de santé. Il y avait beaucoup moins d'Africains américains en prison. On voyait 30% de moins de mineurs afro-américains en moins dans les prisons. Vous voyez la pauvreté noire américaine qui a baissé depuis
des décennies. Le revenu de chacun